Alors, l'histoire de Généton commence il y a 30 ans, hein, et elle va voilà, elle commence en 1990 avec. Alors, on entend comme un canard non, je ne sais pas si vous Oui, entendez oui, ça. je pense que c'est un téléphone qui vibre en fonction des conversations. Hop là, à chaque nouveau poste, on entend que... Ah, d'accord, ok, donc c'est normal. Ok, donc l'histoire de Généton commence en 1990, hein, et en 1996, c'est une date importante. C'est une date importante pour Généton, c'est une date importante, mais c'est aussi une date importante pour la recherche en génétique et en biologie, puisque nous publions à ce moment-là les cartes du génome humain, avec 5 ans d'avance sur les prévisions qui ont été faites à l'époque, et lesquelles prévisions d'ailleurs disaient que ces cartes du génome humain, des outils très importants pour comprendre l'origine des maladies génétiques, que ces cartes du génome humain viendraient plutôt des États-Unis ou d'Angleterre. Eh bien, c'est à Évry, dans le laboratoire du Téléthon, qu'elles ont été mises au point. Et cet outil qui permet d'accélérer la recherche en génétique, il nous a permis de démarrer également, d'envisager les thérapeutiques. Et ces thérapeutiques qu'on a mises au point, c'est à partir de 1997, les travaux sur la thérapie génique. Et je reviendrai tout à l'heure sur le sens de thérapie génique, ce que ça veut dire que la thérapie génique. Mais c'est à partir de 97 que nous avons commencé nos travaux dans le domaine de la thérapie génique. En 2006, un premier essai clinique. En 2010, un premier essai clinique international. En 2016, un pas important pour pouvoir produire ces médicaments avec la création d'Hyposkésie. Et aujourd'hui, en 2021, aujourd'hui, en 2021, c'est un produit qui est sur le marché pour la myotrophie spinale infantile. C'est un produit qui va arriver sur le marché pour la neuropathie optique de Weber, une maladie rare du nerf optique. Un essai en cours pour la myopathie myotubulaire, Anna vous en parlera. Un essai en cours pour la maladie de Crigler-Najjar. Un essai en cours pour la myopathie de Duchenne. Et 6 autres essais cliniques qui sont en cours pour des maladies du sang, du sang, du système immunitaire ou du muscle. Donc, véritablement, en 30 ans, on est passé de la recherche pour la compréhension des maladies, aujourd'hui, à la révolution des traitements et de la thérapie génique. Alors, à nouveau, hein, sous quelques chiffres. Euh, alors, Madame Chabot dit que ça ne marche pas. Mais je vais continuer. Alors, cette diapositive vous dit à peu près la même chose, hein. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y avait chez nous 220 scientifiques et experts, et puis qu'il y avait aujourd'hui 10 produits qui étaient en essai clinique pour des maladies du muscle, du foie, du système immunitaire et du sang, 8 projets qui vont rentrer en essai clinique dans les 3 ans qui viennent, et puis une série, la reconnaissance internationale de Généton, qui est voilà, attestée par des collaborations que nous avons avec des acteurs majeurs du domaine de la biotechnologie et de la pharmacie qui viennent chez Généton pour, voilà, pour mettre au point avec nous des médicaments et accélérer leur mise à disposition pour les malades. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'implantation, enfin du rayonnement international de Généton. Et ça, simplement, chaque petite sphère ici représente un centre clinique dans lequel sont testés des médicaments qui ont été développés par Généton. Et donc, vous voyez ce petit laboratoire associatif à but non lucratif, parce que Généton est un laboratoire à but non lucratif. Eh bien, ce petit laboratoire associatif, aujourd'hui, ces produits sont testés en Europe, à travers l'Europe et aux États-Unis. Alors, en 2 mots, avant que Fanny et Anna vous parlent plus précisément des projets, simplement vous dire un peu ce que c'est que la thérapie génique. Alors ici, vous avez la représentation de ce qu'est une cellule. Une cellule, ces cellules, ce sont ces petites structures vivantes qui sont les briques qui forment chacun de nos organes, hein. Ce sont des structures vivantes, mais toutes petites, qui font quelques dizaines de microns. Un micron, c'est un millième de millimètre,
Imaginez que vous preniez un double décimètre, vous prenez un millimètre, vous le coupez en 1000, et bien ça fait un micron. Donc, quelques dizaines de millièmes de millimètre, c'est la cellule, cet organisme, cette structure vivante, voilà, qui constitue chacun de nos organes. Au centre de chaque cellule, eh bien, vous avez le noyau, et dans ce noyau, vous avez l'ADN, le patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, c'est ce dont nous héritons comme une combinaison du patrimoine de notre père et de notre mère. Et cet ADN, c'est véritablement le disque dur de la cellule. Alors, quand il y a une erreur dans cet ADN, quand il y a une altération dans cet ADN, eh bien, cette altération, elle peut être à l'origine d'une maladie génétique. Et notre objectif, ça va être véritablement de corriger ce défaut génétique et de rétablir la fonction normale de la cellule en corrigeant ce défaut génétique. Alors, pour corriger ce défaut génétique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rentrer un morceau d'ADN dans la cellule malade, mais un ADN ne va pas rentrer naturellement dans une cellule malade, il a besoin d'un transporteur. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Heureusement que les ADN ne rentrent pas spontanément dans les cellules, parce que quand on mange du poulet, par exemple, on mange de l'ADN de poulet et on ne se transforme pas en poulet parce que l'ADN de poulet ne rentre pas dans nos cellules. Et donc, évidemment, les cellules ont des barrières naturelles qui empêchent l'ADN de rentrer, mais cet ADN thérapeutique, on veut absolument qu'il puisse rentrer. Si c'est le gène médicament, on veut absolument qu'il puisse rentrer. Et pour le faire rentrer, on va utiliser ce que nous offre la nature, c'est-à-dire des composantes de virus, parce que dans la nature, les virus savent transporter un morceau d'ADN. Et c'est donc ça, un médicament de thérapie génique, c'est un gène médicament, d'où le terme thérapie génique, c'est un gène qui sert de médicament, et ce gène, il est transporté par des composantes de virus. Alors ça en fait des médicaments extrêmement compliqués. Ça, j'ai mis un dessin de ce à quoi ressemblait l'aspirine. Et cette aspirine, finalement, les uns et les autres, on pourrait presque en fabriquer dans notre cuisine. C'est assez simple, c'est les méthodes de la chimie qui existent depuis près de 130 ans. Hein. La chimie pharmaceutique, c'est une vieille discipline. Et aujourd'hui, on pourrait faire du Doliprane et chacun dans notre cuisine. Par contre, un produit de thérapie génique, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, vous avez côte à côte cette molécule d'aspirine et ce produit de thérapie génique, sachant qu'en réalité, si on voulait les mettre sur ils ne sont pas à l'échelle, ils ne tiendraient pas à l'échelle hein, sur la même diapositive. Ici, ce produit de thérapie génique, il est 30 fois plus grand que cette molécule d'aspirine. C'est vous dire s'il est complexe. Et ça, c'est simplement pour illustrer la complexité de ces médicaments qui sont aujourd'hui les médicaments les plus compliqués à concevoir et à produire de l'ensemble des médicaments qui aujourd'hui existent. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Généton, là où nous étions aujourd'hui. Essayer de vulgariser un peu cette notion de thérapie génique. Et si vous en êtes d'accord, je propose de passer la parole à Anna, qui va nous présenter ses travaux sur une maladie extrêmement grave, qui est la myopathie myotubulaire. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Frédéric. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Oui, donc écoutez, moi je suis responsable d'une équipe de recherche ici à Généton qui s'intéresse au développement de thérapie génique pour les myopathies congénitales. Donc vous êtes ici vraiment dans mon laboratoire, vous pouvez voir. Voilà, vous êtes vraiment dans les entrailles de Généton et dans un laboratoire de recherche. Je vais donc vous présenter les activités que nous avons menées ces dernières années. Alors laissez-moi juste partager avec vous ma présentation. Est-ce que vous voyez? Oui? Oui, c'est bon, Anna. Parfait, merci. Donc, comme je disais, ici, on travaille avec toute l'équipe, on travaille sur le développement de thérapies géniques pour des maladies du muscle et notamment, on a travaillé beaucoup sur la myopathie myotubulaire. Alors, comme Frédéric vous disait, donc voilà,
Donc, on utilise des vecteurs AAV. Donc là, j'ai une diapositive pour vous expliquer un petit peu la complexité de développer des thérapies pour les myopathies, notamment les myopathies généralisées, donc avec une atteinte des muscles, de l'ensemble des muscles du corps. Vous voyez ici que les muscles représentent à peu près 30 à 40% de la masse corporelle, qu'il y a plus de 600 muscles squelettiques dans le corps, pardon. Vous voyez ici la structure d'un muscle squelettique qui nous permet de réaliser tous les mouvements, qui nous permet aussi de respirer. Vous avez ici la structure d'un muscle squelettique, une coupe transversale de muscles qu'on peut observer au laboratoire. Vous voyez ces espèces de formes polygonales correspondent à une fibre musculaire. Et à l'intérieur, laissez-moi voir si vous voyez peut-être ma flèche. Souris, ouais, Donc, tout à fait. voilà. Vous voyez ici des petits points un peu plus foncés qui correspondent au noyau. Donc, c'est ce que était montré avant. Dans une cellule, il y a des noyaux. Dans les fibres musculaires, il y a plusieurs noyaux. C'est comme un cylindre dans lequel il y a beaucoup de noyaux. Et vous avez ici un vecteur médicament, donc un vecteur AAV qui dérive de virus naturels non pathogènes pour l'homme. Vous voyez la taille, évidemment, ici on l'a grossi. C'est une toute petite taille de 18 à 25 nanomètres. Et notre objectif est donc de ramener des vecteurs médicaments, ces particules, au sein des fibres musculaires, au sein de chacune des fibres musculaires, et en particulier qu'elles puissent arriver jusqu'au noyau. Donc c'est assez complexe et il faut évidemment de grosses quantités de vecteurs médicaments pour pouvoir atteindre l'ensemble des fibres musculaires de l'ensemble des muscles squelettiques. Donc, je vais parler plus précisément de la myopathie myotubulaire, qui est donc une maladie rare et extrêmement sévère. Vous avez ici l'incidence, 1 sur 50 garçons nouveau-nés. Donc, moi, je travaille sur cette maladie depuis plus de 20 ans, quand on ne connaissait pas grand-chose de la maladie. Le gène avait été identifié en 1996 ici en France. Voilà, l'idée était d'essayer de comprendre cette maladie pour pouvoir développer des outils thérapeutiques. Donc cette maladie est généralisée, elle entraîne une insuffisance respiratoire, comme vous voyez ici. La plupart des enfants ont besoin d'une respiration artificielle pour pouvoir survivre. Et le pronostic est extrêmement sévère, puisque plus de la moitié d'entre eux décèdent avant 2 ans. Et les mutations donc sont dans le gène MTM1. Vous avez ici l'aspect d'une coupe de biopsie musculaire d'un malade comparé à celle d'un muscle sain. Vous voyez bien la différence. Les fibres sont beaucoup plus petites, sont déstructurées. Vous voyez ces petits points noirs qui correspondent au noyau, au lieu d'être en périphérie, comme on voit ici dans un muscle sain, elles sont plutôt au centre, ce qui fait que ces fibres musculaires et ces muscles n'ont pas beaucoup de force, et c'est pour ça que les enfants donc ont cette faiblesse généralisée et ne peuvent pas respirer par eux-mêmes. Donc il n'y a pas de traitement à ce jour, et c'est pour ça que nous on s'était intéressé à développer une thérapie génique. Donc l'idée ici était de pouvoir produire un vecteur médicament qui contient une copie saine du gène MTM1. Donc, ce que nous avons fait ici à Généton, nous avons travaillé sur le développement de ce vecteur thérapeutique, et nous avons mené des expériences d'abord chez l'animal, chez des souris atteintes de la myopathie myotubulaire, et aussi sur un modèle canin, c'est-à-dire des chiens qui ont naturellement la maladie, parce qu'il existe aussi des chiens malades qui ont des mutations dans le gène MTM1. Il était important de pouvoir démontrer que ce vecteur médicament était efficace chez ces modèles animaux, aussi bien chez la souris que chez le chien malade et atteint de la myopathie myotubulaire. Vous avez ici quelques résultats de ces travaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voyez ici, donc l'idée était de voir si on était capable, par une simple injection intraveineuse, de corriger la maladie. Vous avez ici l'aspect des fibres musculaires d'une souris mutante non traitée, et vous avez ici l'aspect de souris mutante mais traitée avec ce vecteur thérapeutique. Et ici, on peut voir aussi 2 souris, une traitée, une malade mais traitée, et une souris qui est saine, et on voit bien qu'elles sont très similaires et elles bougent bien.
Ces souris, il faut dire qu'elles meurent si elles ne sont pas traitées autour de 2 mois. La même chose pour le modèle canin, donc des chiens ici atteints de la myopathie myotubulaire. Vous voyez ici un chien non traité. Il est très faible, il ne peut pas tenir debout très longtemps. Et là, vous avez un chien qui a été traité par une injection intraveineuse de ce vecteur médicament. Oh, pardon. Laissez-moi voir. Est-ce que ça marche? Donc, vous voyez ce chien qui a été traité avec ce vecteur médicament. On voit bien qu'il est, qu'il bouge, qu'il a beaucoup d'énergie et ses muscles ont beaucoup de force. Donc, ces travaux précliniques nous ont permis donc d'envisager un essai clinique chez l'homme. Vous avez ici, juste pour rappel, quelques images aussi chez le chien où on voit bien que le chien traité, les muscles de ce chien traité ont les muscles sont tout à fait comparables à ceux d'un chien sain, en comparaison avec un chien malade où les fibres sont très petites. Donc ce vecteur est thérapeutique chez les 2 modèles animaux, ce qui nous a permis de développer donc un essai clinique chez les patients. Donc il faut dire que cet essai clinique a été mené par une société de biotechnologie américaine avec qui on a établi une collaboration. Il s'agit de la société Audentes Therapeutics qui s'appelle maintenant Astellas Gene Therapies. Il s'agit d'un essai clinique international, donc il y a eu des centres aux États-Unis, au Canada et en Europe, et y compris ici en France. À ce jour, 24 patients ont été traités par une injection de vecteurs par voie intraveineuse. Et ce qu'on peut dire, c'est que chez la plupart de ces patients, il y a eu une diminution du nombre d'heures sous respiration artificielle. Plusieurs patients respirent par eux-mêmes sans assistance respiratoire et en général une augmentation de la force musculaire et de la motricité. Plusieurs patients sont capables de tenir debout, voire de marcher. Je vais vous montrer donc maintenant une vidéo d'un petit garçon qui a été traité ici en France avec ce vecteur médicament. Donc pour rappel, il s'agit d'un vecteur médicament qui a été développé à Généton. Donc vous allez entendre la maman de ce petit garçon et vous allez voir un petit peu les progrès que ce petit garçon a effectué. Excusez-moi. Jules, il a pu bénéficier d'un essai clinique par thérapie génique et il a reçu son injection fin janvier 2020. Ça paraît tout petit par rapport à ce que ça peut apporter derrière. C'est une seule injection qu'il a reçue en intraveineux. Donc, il est resté quelques jours en observation à l'hôpital et on a pu ensuite le ramener à la maison. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi vite et aussi fort, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de progrès en très très peu de temps. Avant le traitement, il ne pouvait pas tenir assis, donc il était allongé sur un canapé ou sur un tapis à longueur de journée. En termes de jeu, on était très limité parce qu'il n'avait pas de force dans ses bras. Donc rien que soulever un hochet, c'était compliqué. C'était des aspirations régulières, puisque comme il déglutissait pas sa salive, il fallait bien le faire pour lui. Donc c'était ça le jour, la nuit, 24h24. Jules, aujourd'hui, on ne l'aspire plus du tout, c'est-à-dire qu'il a acquis la déglutition, il gère sa salive tout seul. Il arrive à s'alimenter par voie orale. Qu'est-ce qui a changé? On n'a plus de ventilation mécanique la journée et on a eu le feu vert pour arrêter la ventilation mécanique la nuit aussi. Allez, encore. Les mains en l'air, je lève les mains. Lève les mains, allez. Ah, bien. En fait, avant l'injection, Jules, il savait pas qu'il avait des jambes. Ça n'existait pas pour lui. Je pense qu'il avait pas, il réalisait pas en fait qu'il avait une partie inférieure au niveau de son corps, ses jambes, tout ça, c'était comme mort en fait. Les progrès qu'il fait, on a l'impression en fait qu'il les vit à 100 à l'heure, c'est-à-dire que avant il était comme enfermé dans son corps, prisonnier, et là il est passé d'un état neutre à un état complètement euphorique. C'est plus, c'est-à-dire que tout ce qu'il vit, il le vit comme si c'était la première fois, mais c'est sa première fois en même temps. C'est une deuxième naissance, c'est-à-dire que Jules, il a 2 anniversaires. Il a le 3 avril 2016 quand il est né, et il a le 29 janvier 2020 quand il est rené.
C'est-à-dire que quand il a eu sa deuxième vie, sa deuxième chance, et je pense que nous, on va fêter cet anniversaire-là comme on fêtera son anniversaire de ses 4, 5, 6 ans. Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Pousse, 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 pousse. Ouais, super. Et baisser. Non, s'asseoir. Ouais, c'est trop bien. Stop. Super. Voilà. Donc, vous voyez les progrès de Jules suite à ce traitement qui sont extrêmement importants et impressionnants. Donc, je vais passer la parole à Fanny, si vous me permettez. On aura les questions après, si vous voulez. Et voilà, Fanny va vous expliquer donc les travaux qui ont été menés au sein de son équipe. Merci Anna, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Stéphanie, je te fais confiance pour me dire si ce n'est pas le cas. Tout à fait. Bienvenue au labo, bienvenue à cette deuxième édition des apéros labo. Alors j'espère d'ailleurs que vous êtes à l'apéro parce que c'est le concept. Et du coup, oui, moi je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans notre équipe et comme l'a dit Frédéric, vous parler un petit peu plus de la maladie de Crigler-Najjar pour laquelle on a développé un traitement de thérapie génique. Donc, je vais, comme Anna et Frédéric, partager des diapositives. Alors, le temps que ça charge. Ok, normalement, vous devriez voir tout ce qu'il faut. On y était juste avant. Hop, c'est bon. C'est parfait, il faut plus que je bouge. Donc juste, je vous ai mis un petit peu la photo de classe parce que je suis toute seule là aujourd'hui dans mon labo. Je suis pas très loin d'Anna, mais on est dans un labo différent. Et du coup, là, voilà, je voulais faire un petit coucou à tous mes collègues et vous les présenter. Alors, pas un par un, bien sûr, mais voilà, pour vous dire qu'une équipe de recherche, c'est aussi beaucoup de personnes. Et vous avez au premier plan notre chef de groupe, Giuseppe Ranziti. Et puis, dans cette équipe, on est à peu près une vingtaine. On est des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants. Et voilà, c'est toute une équipe de recherche qui se cache derrière parfois une publication ou des travaux. Et c'est à Généton presque tout l'institut qui se cache derrière parfois un projet. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous parle de Crigler-Najjar et c'est vrai que ça va faire presque 10 ans que je travaille sur ce projet et c'est quelque chose dont je suis très fière. Mais voilà, on est tout un groupe à travailler évidemment sur cette pathologie et sur le développement de cette thérapie. Donc voilà, nous, notre thématique, c'est de développer des projets de thérapie génique pour les maladies métaboliques et notamment celles qui atteignent le foie. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la pathologie Crigler-Najjar. Donc si j'arrive à avancer mes diapos, je vais, voilà, parfait, vous donner un petit peu plus de détails sur cette maladie. Pour les plus assidus d'entre vous, peut-être cette maladie, voilà, elle vous parle parce que on en a déjà parlé à certains télétons depuis l'année 2016 et vous avez peut-être reconnu la petite Elena qui était ambassadrice à l'époque. Et puis, c'est une maladie, donc, comme je vous disais, du foie, extrêmement rare. On a à peu près une vingtaine de familles en France qui sont atteintes de cette pathologie. Donc, c'est une personne sur 1 million à la naissance. Donc, vous voyez, comparé par exemple à Duchenne ou à SMA, on est encore vraiment dans la maladie encore plus rare. C'est un déficit d'une enzyme du foie. Cette enzyme, normalement, qui s'appelle UGT1A1, alors je ne vous demanderai pas de retenir ce nom, mais cette enzyme est normalement là pour éliminer un pigment biliaire qui s'appelle la bilirubine. Et ce pigment biliaire est très toxique. C'est pour ça que naturellement, le corps l'élimine directement quand il se forme, et il se forme au moment de la dégradation des globules rouges. Et malheureusement, chez ces malades, le fait que cette enzyme soit absente, la bilirubine ne peut pas s'éliminer et s'accumule dans le corps. Et c'est ce qui provoque cette jaunisse, donc caractéristique de cette pathologie, parce que le pigment biliaire de bilirubine est jaune, tout simplement. Donc voilà, vous voyez que cette couleur apparaît sur l'ensemble du corps, sur la peau, dans le blanc des yeux. Et c'est exactement un petit peu ce qui se passe à la naissance de certains nourrissons, quand le foie n'est pas encore tout à fait mature pour être opérationnel. Voilà, c'est connu, hein, la jaunisse du nourrisson, la bilirubine qui est encore
qui est encore présente. Et donc, comment on fait pour essayer d'éliminer cette bilirubine? On les met sous des lampes bleues. Et donc, ces malades, Crigler-Najjar, c'est exactement la seule solution qu'ils ont pour limiter ce taux de bilirubine dans leur corps, c'est cette photothérapie, donc c'est d'être sous ces lampes bleues. Sauf que eux, c'est pour toute la vie. Et plus ils grandissent, plus ils ont besoin de beaucoup de photothérapie pour limiter les taux de bilirubine dans leur corps. Et donc, ça peut être jusqu'à 14 heures par jour. Donc, imaginez l'impact sur la qualité de vie de ces enfants, de ces familles. Et malheureusement, voilà, en grandissant, quand on devient adulte, la photothérapie est de moins en moins efficace. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour cette pathologie. Et si la bilirubine atteint le cerveau, c'est extrêmement neurotoxique. Et donc, ces patients peuvent mourir d'attaque cérébrale. Donc, la seule solution pour le moment qui s'offre à eux était la greffe de foie. Et évidemment, avec tout ce qui s'implique, c'est-à-dire d'être sur liste d'attente de longues années pour avoir éventuellement un don de foie, et puis des traitements immunosuppresseurs pour éviter les rejets de greffe. Donc, pour l'instant, voilà, c'était la seule option qui s'ouvrait à eux. Et c'est pour ça que, naturellement, la thérapie génique a été une option assez évidente pour cette pathologie. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer la thérapie génique, Frédéric vous l'a bien expliqué. Juste vous rappeler que, évidemment, l'objectif est d'apporter jusqu'aux cellules une copie du gène, donc en l'occurrence ici une copie du gène UGT1, pour l'apporter jusqu'aux cellules du foie. Donc, c'était le principe de cette thérapie génique qu'on a développée à Généton. Donc, comme le disait Anna aussi, notre expertise, c'est d'utiliser des vecteurs de type AAV. Et celui qu'on a utilisé est particulièrement, facilite le passage vers le foie. Et donc, une fois qu'il atteint les cellules du foie, il libère son ADN pour pouvoir donner un petit peu comme information au foie de reformuler cette protéine UGT1, cette enzyme UGT1. Et le foie, grâce à ça, peut éliminer la bilirubine dans la voie biliaire et donc dans les intestins. Donc, ça peut paraître un petit peu simple peut-être, mais j'aime beaucoup ce proverbe qui, je trouve, illustre très bien notre façon de travailler au laboratoire, mais à Généton de manière générale. Ce proverbe qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Et en fait, ça illustre exactement ce qui s'est passé sur ce projet pour Crigler-Najjar. Parce que, alors effectivement, nous, à Généton, nous sommes des experts de thérapie génique. Et comme je vous le disais, moi, je travaille sur ce projet depuis plus de 10 ans. Mais il y a 10 ans, je n'étais pas experte de Crigler-Najjar. Je ne connaissais même pas cette pathologie. Donc, effectivement, ce qui est important à retenir aussi ici, c'est que pour développer un médicament de thérapie génique, il faut réunir tous les experts et tous les gens qui sont concernés par la pathologie, c'est-à-dire les familles, les associations de familles, les médecins qui suivent ces patients. Et donc, c'est exactement ce qui s'est fait ici pour le développement de ce médicament. Donc, pour faire très rapidement cette histoire assez longue, finalement, qu'a été le développement d'un médicament. Tout démarre au début des années 2000. Avec deux médecins, Peter Bosma en Hollande et Nicolas Ferry à Nantes, qui sont deux médecins qui voulaient absolument trouver des traitements pour leurs patients et qui se sont intéressés à la thérapie génique et qui ont naturellement sollicité l'AFM Téléthon pour financer leurs travaux. Et donc, c'est comme ça que tout a démarré. Et puis, du coup, dans les années 2006 et 2012, ils ont pu publier leurs travaux qui montraient que la thérapie génique pouvait fonctionner dans des modèles animaux qui avaient exactement les mêmes symptômes que la maladie de Crigler-Najjar. Donc, chez Peter Bosma et Nicolas Ferry, ils utilisaient un modèle de rat qui avait exactement les mêmes défauts génétiques. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais vous voyez la couleur jaune des rats à la naissance, donc pour ceux qui ont une accumulation de bilirubine dans leur sang. Et puis, une autre équipe en Italie travaillait en parallèle sur une autre approche de thérapie génique et eux travaillaient sur un modèle de souris. Alors, le modèle de souris était un petit peu plus sévère en termes de symptômes, parce que vous voyez que les souris étaient obligées de rester sous photothérapie, un petit peu comme la pathologie humaine.
Et donc, l'AFM a souhaité, à partir de ce moment-là, quand les premières preuves de principe, hein, c'est ce qu'on appelle, chez nous, les preuves de concept, lorsque ces preuves étaient là, l'AFM a vraiment souhaité donner une impulsion nouvelle à ce projet et qu'on puisse amener ces thérapies géniques jusqu'à la clinique. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a démarré pour nous à Généton. Donc on a tout de suite contacté tous ces chercheurs et tous ensemble on a développé ce médicament de thérapie génique. Donc moi ma mission dès 2012 ça a été de créer un vecteur efficace qu'on puisse partager entre tous les laboratoires et qu'on puisse le tester tous entre nos mains et valider un produit qui serait éventuellement le futur médicament. Donc voilà, c'est tous les travaux que j'ai fait depuis 2012 avec évidemment toute mon équipe. Donc c'est designer ce nouveau vecteur et puis après mes collègues du développement ont mis au point les procédés de fabrication à très grande échelle et ça nous a permis de faire toutes les études de pharmacologie et de toxicologie qui sont réglementaires évidemment quand on veut aller en clinique. Et on a pu, grâce à ça, démontrer aux agences que le produit qu'on avait développé était efficace et ne provoquait pas d'effets secondaires ou d'effets toxiques chez l'animal et qui pouvait traiter ses taux de bilirubine sur le long terme. Et donc, juste comme illustration, je vous ai mis ici une petite photo où j'ai dans ma main 2 tubes de sérum. Alors, le sérum, c'est le sang qu'on a centrifugé et dont on a éliminé les globules rouges. Donc, il ne reste que la partie normalement qui est translucide du sang, le liquide, on va dire. Et donc, ce sérum, vous voyez dans le tube de gauche, c'est un rat qui est malade. Et donc, vous voyez bien la couleur très jaune de la bilirubine qui est accumulée dans ce sérum. Et puis à droite, vous avez celui d'un rat traité. Donc, vous voyez ou vous ne voyez pas d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il faut voir, c'est que c'est complètement transparent. Il n'y a plus du tout de bilirubine. Donc, c'est assez marquant, je trouve, comme image. Et puis, grâce à tous ces résultats, on a pu démarrer un essai clinique en 2018. Et donc, très rapidement, cet essai, alors j'ai pas des vidéos, de photos à vous montrer, mais pour vous dire que pour l'instant, il y a 5 patients qui font partie de cet essai, et en tout, on va avoir 17 patients au total. C'est un essai qui est mené en collaboration dans 3 pays européens, qui sont un peu les 3 pays qui ont collaboré dès le départ à ce projet, donc l'Italie, les Pays-Bas et la France. Et donc dans chaque pays sont rassemblés les associations de patients, les chercheurs et les médecins. Et donc les patients rentrent dans l'essai clinique dans les différents centres hospitaliers de ces 3 pays. Et donc, comme je vous le disais, ça va être 17 patients en tout dans cet essai, avec évidemment comme objectif, bien sûr, la sécurité et l'innocuité du produit, mais bien sûr, réduire suffisamment le taux de bilirubine chez ces patients pour qu'ils puissent enfin arrêter cette photothérapie. Donc, comme je vous disais, j'ai pas de photos. Vous avez peut-être vu celle que Frédéric vous a montrée en introduction. Pour l'instant, on a des bons signes, de bons résultats pour l'essai clinique, mais il est un petit peu tôt pour se prononcer. Mais en tout cas, voilà, il y a certains patients commencent à arrêter leur photothérapie. Donc, on espère que voilà, ça va rester stable et durable. Et puis, l'essai continue et on espère que ça va être une belle histoire pour toutes ces familles. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été clair. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Merci Fanny. Alors, on a eu quelques questions dans le fil. Frédéric, je te propose de répondre aux premières en tout cas. Est-ce que tu veux que je te les redonne? Est-ce que tu les as encore sous les yeux? Oui, je vais répondre avec plaisir. Alors, je vais donner... Où est-ce que... alors, de quel... Vas-y, non, si tu les relis, c'est bien. Oui. Alors, Julie nous demandait si nous avions des projets de thérapie génique sur des maladies du type encéphalie épileptique et si nous avions aussi des collaborations avec Imagine. Alors oui, nous avons des collaborations avec Imagine, qui est historiquement l'AFM Téléthon est membre fondateur d'Imagine. Et il y a d'ailleurs un représentant de l'AFM Téléthon qui est au conseil d'administration d'Imagine. Ça, je dirais que c'est au plan institutionnel.
Et puis au plan scientifique, on a travaillé sur de nombreuses maladies du système immunitaire et du sang. Et très souvent, ces projets, nous les avons menés avec l'Institut Imagine. Et puis j'ai aussi mentionné le fait que Alain Fischer, de l'Institut Imagine, est membre de notre conseil scientifique. Alors Alain Fischer, qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres raisons, puisque c'est Monsieur Vaccin, mais historiquement, Alain Fischer, c'est aussi la personne c'est le scientifique, le médecin qui a porté le premier essai de thérapie génique qui a montré l'efficacité chez les patients. Et c'était un essai qui était d'ailleurs financé par le Téléthon. Alors ça, c'est pour la première question, la première partie de la question de Julie. Sur l'autre question sur les encéphalopathies épileptiques, alors nous n'avons pas directement à Généthon de travaux sur les encéphalopathies épileptiques. Il y a des travaux de thérapie génique. Alors d'une certaine manière, les travaux qui ont été menés sur l'amyotrophie spinale infantile de type 1 ont montré qu'il était possible de corriger par thérapie génique, par une injection dans la circulation, une injection intraveineuse, de modifier des défauts à l'intérieur de la barrière hémato-encéphalique, donc pour des cellules nerveuses, des cellules du cerveau. Et aujourd'hui, en utilisant ce type de vecteur, le même type de vecteur que celui qu'on a utilisé pour l'amyotrophie spinale de type 1, il y a aujourd'hui des équipes qui travaillent sur les encéphalopathies épileptiques et sur les formes génétiques d'épilepsie au sens large, qui sont des maladies complexes parce que pour nombre d'entre elles, il ne s'agit pas simplement de remplacer un gène. Il s'agit de maladies dont on dit qu'elles sont dominantes, c'est-à-dire que quand le gène est muté, il n'a pas perdu sa fonction, c'est pas qu'il a arrêté de fonctionner, mais c'est qu'il fonctionne différemment et il fonctionne mal. Et il ne suffit pas dans ces cas-là d'apporter une copie normale du gène, parce que quand simplement une mutation éteint la fonction d'un gène, on parle de maladie récessive, alors là on apporte le gène corrigé et on espère corriger la maladie. Quand c'est une maladie dominante où la mutation provoque une nouvelle fonction pour un gène, c'est plus compliqué. Il faut faire appel à des stratégies plus complexes qui sont aujourd'hui pas totalement éprouvées, comme les méthodes d'édition du génome. Mais il y a des groupes aujourd'hui qui travaillent sur ces pathologies, alors aujourd'hui encore dans des modèles animaux. Donc on est moins avancé pour ce type de pathologie que pour les pathologies qu'on a présentées aujourd'hui. Merci Frédéric. Vincent nous disait bonsoir et merci pour votre travail. Avec les connaissances actuelles, y a-t-il un espoir que toutes les maladies rares, notamment celles ne faisant pas partie des études en cours menées par Généthon, puissent avoir un traitement dans les prochaines années? Ma question porte notamment sur les syndromes d'insulinorésistance. Merci d'avance. Oui, alors ce qu'il faut, merci pour votre question Vincent, comme vous l'avez bien compris, tout ce qu'on apprend sur une maladie rare, les travaux qu'on fait sur une maladie, est un effet boule de neige, parce que ce qu'on apprend pour une maladie, on peut le retransposer pour une autre. D'abord pour une autre de la même famille, quand on travaille sur une maladie musculaire comme la myopathie myotubulaire, tout ce qu'on apprend, on l'a appliqué pour l'essai clinique qu'on est en train de mener sur la myopathie de Duchenne, ou sur l'essai qu'on est en train de préparer pour une autre myopathie qui s'appelle la myopathie myotubulaire à FKRP. Donc cette notion de courbe d'apprentissage, d'expérience partagée d'une maladie à une autre est extrêmement importante. Et puis, ce qu'on apprend aussi sur les maladies rares sert également pour les maladies fréquentes. Et puisque un certain nombre des technologies qu'on a utilisées, par exemple, pour les maladies du système immunitaire, sont aujourd'hui utilisées pour des cancers. Alors, c'est pas nous qui les utilisons pour des cancers, nous, on ne travaille pas dans le domaine des cancers, mais tout ce qui a été fait sur les immunodéficiences, les maladies rares du système immunitaire, est aujourd'hui utilisé pour traiter des cancers du sang, pour traiter des leucémies. Alors sur les insulinorésistances, sur le diabète, aujourd'hui, sur la base, en utilisant les mêmes vecteurs que ceux qu'on a utilisés pour des maladies plus rares, il y a aujourd'hui des expériences qui sont menées, alors qui ne sont pas menées chez nous,
Nous, on ne mène pas, voilà, mais dans des laboratoires avec lesquels on peut collaborer en Europe ou aux États-Unis, il y a aujourd'hui des expériences qui sont menées chez l'animal avec des résultats qui sont intéressants, encourageants. Alors, les syndromes d'insulinorésistance sont quand même des syndromes complexes au sens où il ne suffit pas de rétablir le niveau d'insuline ou le récepteur à l'insuline qui est manquant, mais il y a toute cette notion de régulation fine. Hein, les diabétiques le savent bien. Hein, on peut pas, voilà, il faut réguler un niveau d'insuline de manière précise. Et voilà, et c'est plus complexe que pour la myopathie myotubulaire ou pour la maladie de Crigler-Najjar, où l'effet étant tout ou rien. C'est-à-dire que pour la maladie de Crigler-Najjar, il suffit de ramener probablement environ 10% du niveau de l'enzyme qui est manquante pour avoir un effet thérapeutique très marqué. Et pour la myopathie myotubulaire, il suffit de ramener 30%. Pour les syndromes d'insulinorésistance, il faut un réglage extrêmement fin et ça fait partie des difficultés. Mais il y a aujourd'hui des essais et voilà, à la vitesse à laquelle les choses avancent, je pense que dans les années qui viennent, il y aura des essais cliniques dans le domaine. Merci. Une autre question d'Isabelle qui, suite à la présentation d'Anna, disait « Est-ce qu'une seconde injection pourrait encore augmenter les effets du traitement ?» Je vous laisse vous répartir la parole. Tu veux répondre, Anna ? Oui, bien sûr. Hein. On peut être plusieurs à répondre d'ailleurs, notamment Fanny dans son équipe qui travaille sur ce sujet. Enfin, moi, je dirais que voilà, quand on administre ce type de vecteur, il faut considérer que le corps le voit un petit peu comme un virus, donc il va développer des anticorps. Et quand on développe des anticorps, c'est pour neutraliser une deuxième présence de ce même vecteur. Donc, ce qui veut dire que, a priori, on ne peut pas envisager une deuxième injection à moins de trouver des moyens de parvenir à enlever cet effet de présence d'anticorps dirigés contre ces vecteurs médicaments. Donc, le but ici étant de pouvoir administrer chez les patients une dose thérapeutique pour ne pas avoir à réinjecter plus tard. Sur ce, évidemment, il y a de nombreuses équipes de recherche qui travaillent sur les moyens de réinjecter un vecteur d'ici peut-être au bout d'un certain nombre d'années si on voyait que l'effet thérapeutique diminuait. Donc peut-être que Fanny, tu veux apporter quelques commentaires supplémentaires là-dessus parce que c'est quand même une des thématiques sur laquelle vous travaillez. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un petit peu aujourd'hui un sujet central pour tous les gens qui travaillent en thérapie génique avec cette fameuse nécessité d'avoir tout de suite la dose thérapeutique et en cas d'échec, voilà, on se retrouve un peu bloqué face à ces anticorps hein, qui rejettent complètement et qui défendent le corps hein, contre un virus. Et donc effectivement, nous au labo, on travaille beaucoup sur cette thématique. Et aujourd'hui, on est voilà à mener différentes études et notamment sur l'utilisation d'enzymes qui puissent neutraliser ou en tout cas détruire potentiellement sur une petite période ces anticorps qui puissent laisser la possibilité d'une deuxième injection. Et c'est exactement aussi la même approche qu'on peut avoir pour des malades qui auraient déjà des anticorps et qui ne pourraient pas bénéficier d'un essai de thérapie génique, puisque effectivement, les malades qui rentrent en essai sont ceux qui n'ont pas d'anticorps, qui sont dirigés contre les vecteurs qu'on utilise. Donc, avec le même genre de principe, c'est d'essayer d'éliminer ces anticorps pour permettre cette première injection, ou alors plusieurs injections si c'était nécessaire. Donc, on espère pouvoir tester ces approches bientôt en clinique. On n'est pas encore à ce stade-là. On est vraiment pour l'instant dans des approches recherche. Mais voilà, on fait le maximum pour aller le plus vite possible. Évidemment, on n'est pas seul à travailler sur ces thématiques. Mais c'est un petit peu une recherche qui est attendue par beaucoup, puisque maintenant le nombre d'essais de thérapie génique avec le vecteur AAV croît de manière importante chaque année. Donc voilà, c'est un sujet qui est évidemment important.
Merci. Juste pour rebondir sur cette thématique-là, Soumeya nous disait que dans l'une des prêches, la tienne, j'imagine Anna, avait été mentionné 3 doses chez un chien. Est-ce que tu peux éclaircir Oui. le sujet? Oui, bien sûr, j'étais en train de lire la question aussi. Oui, excusez-moi, c'était pas très clair dans la diapositive. En fait, ce sont 3 doses qui ont été étudiées, pas chez les mêmes animaux. En fait, c'était une étude dose-réponse, c'est-à-dire le but était de déterminer la dose thérapeutique chez les chiens. Donc, pour rappel, ce sont des animaux qui sont de plus grande taille que les souris et plus proches à celle d'un enfant. Donc, c'était le but de ces expériences, pouvoir déterminer la dose thérapeutique, mais à chaque fois en injectant une seule dose de vecteur. Donc, c'est Merci. 3 doses différentes qui ont été injectées à 3 chiens différents. Voilà, tout à fait. Francis avait des questions un peu plus fondamentales, demandant si l'insertion d'un gène médicament par un virus dans le génome du patient est-il pérenne ou faudrait-il envisager des injections rappel? Comment le vecteur AAV est-il conçu pour que seuls les génomes des cellules cibles, par exemple celle du foie, soient les génomes cibles pour insertion du gène médicament? Je vais donner une réponse un peu générale. Alors, le virus AAV n'insère pas, le gène thérapeutique ne s'insère pas dans le génome. Simplement, il se met à côté de l'ADN dans le noyau. On dit en termes techniques qu'il est épisomal. C'est le cas du vecteur AAV qu'on utilise pour toutes les pathologies dont on a parlé, enfin les 2 pathologies dont on a parlé aujourd'hui. Il y a d'autres types de vecteurs qui s'appellent les vecteurs lentiviraux qui, eux, vont conduire à l'intégration du gène dans le génome. Mais ces vecteurs lentiviraux ne sont pas adaptés au foie, ils ne sont pas adaptés aux muscles parce qu'ils ne pénètrent pas bien. Par contre, ils sont très adaptés aux maladies du système immunitaire, au cancer que j'évoquais tout à l'heure. Ils rentrent bien dans les cellules du système immunitaire et donc ils sont utilisés pour les immunodéficiences. Donc, qu'est-ce qui se passe que se passe-t-il pour quand on injecte de l'AAV et que le gène ne s'intègre pas dans le génome de la cellule hôte? Quand il s'agit de muscles, en réalité, il y a peu de multiplication des cellules musculaires, hein. Même chose pour les neurones, il y a peu de multiplication. Et c'était vrai également pour la rétine, par exemple, hein, où les cellules vont très peu se multiplier. Et donc, il y a en tout cas, dans les modèles animaux, il y a une grande longévité de l'expression du gène. C'est la même chose. Alors, dans les cellules du foie, alors Fanny en parlerait sûrement très bien, il y a une certaine multiplication des cellules du foie, mais si on injecte des quantités assez importantes, donc si on injecte au-delà d'un certain seuil, eh bien, le nombre de cellules dans lesquelles on va transférer le gène nous permet d'avoir un effet thérapeutique prolongé. Néanmoins, dans un organe comme le foie, si on injecte le produit à un enfant qui va grandir, très naturellement, il va y avoir, évidemment, il y a plus de cellules chez l'adulte que chez l'enfant. Il y aura une dilution de l'effet thérapeutique et c'est aussi pour ça qu'on travaille et qu'on travaille beaucoup chez Fanny sur la question de la réinjection parce qu'elle est très importante. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la pérennité de l'effet et de l'insertion ou pas du gène dans le génome de la cellule hôte. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour cibler? Alors, il y a différents types d'AAV, très naturellement, qu'on appelle des sérotypes. Il y a différents types d'AAV qui ont des tropismes, donc qui vont viser, qui vont avoir une appétence plus particulière pour le muscle, pour le foie, tout en sachant que les sérotypes qui existent naturellement sont assez généralistes. C'est-à-dire que quand on va utiliser en réalité un même AAV, aujourd'hui, c'est le même AAV qu'on utilise pour la myopathie myotubulaire et pour la maladie de Crigler-Najjar. Donc, ce qu'on sait que quand on va utiliser le gène thérapeutique pour la maladie de Crigler-Najjar, ce gène thérapeutique, il va aller non seulement dans le foie, mais il va aller dans les muscles. Et quand on va utiliser le gène pour la myopathie myotubulaire, il ira non seulement dans les muscles, mais il ira aussi dans le foie. Mais c'est pas très grave, c'est pas un problème parce que en réalité, ces gènes ne vont exprimer la protéine correspondante
que dans l'organe cible. Et donc le ciblage, ce n'est pas tant à travers le vecteur qu'on va l'obtenir, mais à travers la construction génétique qu'il y a à l'intérieur de ce vecteur. Il n'en reste pas moins qu'on travaille beaucoup au laboratoire sur des sérotypes plus sophistiqués pour essayer d'obtenir à la fois des produits plus puissants, mais aussi plus spécifiques. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Merci Frédéric. On va attendre le commentaire dans le chat. Sinon, j'ai des questions sur des pathologies particulières. Quelqu'un voulant savoir si on a des essais cliniques en cours sur les dysferlinopathies, d'autres sur Steinert. Et enfin, une question plus globale sur le fait qu'on puisse envisager un traitement de thérapie génique sera possible pour toutes les maladies génétiques dont le gène est connu, ou sait-on déjà que trop sont complexes pour en bénéficier? Alors, sur la dysferlinopathie, oui, nous avons alors non pas un essai clinique, mais un projet très très avancé. On a un groupe à Généton qui est dirigé par Isabelle Richard, qui est une des spécialistes mondiales du domaine des myopathies des ceintures et qui développe aujourd'hui un produit pour la dysferlinopathie. Et donc, ce produit aujourd'hui, il est au stade préclinique de l'expérimentation animale. Mais ce qu'on espère, c'est quand je parlais de 8 produits qui devraient rentrer en clinique dans les années qui viennent, le produit pour la dysferlinopathie en fait partie. Et donc voilà, alors c'est pas, il n'y a pas d'assurance, ça reste de la recherche et du développement, mais aujourd'hui, c'est véritablement un des projets les plus avancés en préclinique chez Généton. Alors ça, c'est pour répondre à cette question. Alors, Stéphanie, rappelle-moi les autres questions. La maladie de Steinert, nous avons un projet au stade préclinique également, que nous menons avec l'Institut de myologie, qui est un autre des bras armés créé grâce au Téléthon, qui est le centre de référence pour la recherche sur le muscle et qui est dans les locaux de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, 280 chercheurs et médecins qui travaillent dans le domaine. Et il y a une collaboration extrêmement active entre Généton et l'Institut de myologie pour faire déboucher un projet sur la maladie de Steinert. Et pour répondre à la dernière question, et savoir est-ce qu'il y aura un produit de thérapie génique pour toutes les maladies? Alors, je ne suis pas devin, mais je peux vous donner, je peux simplement, on peut s'instruire de l'expérience. Il y a 20 ans, alors quand Généton a commencé il y a 30 ans, on disait, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Une association qui se lance sur les maladies rares, sur la découverte du génome, c'est pas le travail d'une association, ils vont jamais y arriver. On a été les premiers à mettre au point les cartes à haute résolution du génome. Et puis quand on s'est lancé sur la thérapie génique, alors je compte pas le nombre de personnes extrêmement sérieuses qui disaient non, mais la thérapie génique c'est trop compliqué, y compris des scientifiques réputés, qui aujourd'hui chantent les louanges de la thérapie génique, 25 ans après, mais qui nous disaient non, la thérapie génique ça ne marchera pas, alors ça marchera peut-être dans certains cas, mais ça marchera pas. C'est trop compliqué, vous devriez faire autre chose. Bon, donc 25 ans après, vous avez vu le résultat, et je pense que oui, on va avancer pour déployer cette thérapie génique sur un maximum de pathologies. Il y a des maladies qui sont plus compliquées que d'autres. Quand vous avez des maladies qui touchent l'ensemble des cellules, l'ensemble des organes, c'est plus compliqué que des maladies qui ne touchent qu'un organe. Quand vous avez une maladie qui touche le muscle, c'est toute la musculature, c'est 30 à 50% du poids de l'être humain, c'est plus compliqué qu'une maladie de la rétine où vous n'avez à apporter un gène qui a un tout petit nombre de cellules. Donc, je ne dis pas que par un coup de baguette magique et simplement par la vertu de tout ce qu'on a fait, on va avoir des solutions dans les années qui viennent pour toutes les pathologies, mais on va multiplier les victoires. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vous et qu'on a besoin de tous. On va multiplier les victoires et de manière progressive, ce qu'on a vu sur les maladies rares qu'on a montré aujourd'hui, eh bien, on va le voir sur de plus en plus de maladies rares. Et donc, oui, il y a 6000 maladies rares. Et je pense qu'on va voir
pan par pan des groupes de maladies rares devenir accessibles aux thérapies du gène qu'on développe, que ce soit des thérapies géniques avec des vecteurs, comme on l'a montré, que ce soit des thérapies géniques par antisense, qui sont des choses voilà, que nous, on regarde sans être forcément impliqué directement, mais clairement, on va voir des solutions pour l'ensemble des thérapies géniques. Alors, à quelle échéance? Ça va dépendre des pathologies, mais je suis persuadé qu'il y aura des solutions pour l'ensemble de ces pathologies. Alors, d'autres questions? On t'entend pas, Stéphanie. Ah, pour le coup, on t'entend plus. Ah, bah mince, bah du coup, je pense avoir activé mon micro, j'ai fait l'inverse. Pensez-vous que les thérapies vont devenir abordables pour les patients? Prenons l'exemple du Zolgensma. Alors ça, pour nous, c'est la question du prix du médicament. Pour nous, c'est une préoccupation qui est au cœur de, voilà, au cœur de nos combats. L'accès aux médicaments, on comprend bien que pour nous, l'ensemble des patients doivent avoir accès au traitement, l'ensemble des patients et le plus rapidement possible. Et donc, la question du prix, elle est déterminante pour l'accès. Alors, elle est déterminante pour l'accès. Les questions ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis, par exemple. Si les prix sont trop chers en Europe, eh bien, les autorités de santé ne vont pas les rembourser, puisque chez nous, en Europe, finalement c'est l'État qui paye les médicaments par le biais de la sécurité sociale. Et puis, si les prix... Alors, aux États-Unis, c'est un peu différent, parce qu'aux États-Unis, finalement, ce sont des assurances privées. Et en fonction du prix que vous payez votre assurance, vous êtes couvert, vous n'êtes pas couvert. Et si votre assurance ne rembourse pas, si l'assurance trouve que le médicament est trop cher, elle ne le rembourse pas, puis vous n'aurez pas accès au médicament. Bon. Mais nous considérons aujourd'hui, alors ce n'est pas nous qui faisons les prix des médicaments. Aujourd'hui, nous ne commercialisons pas de médicaments nous-mêmes. Ils sont commercialisés par des industriels pharmaceutiques. On considère que la question du prix, la question du prix, elle doit être réglée entre l'État et les industriels. Il y a plusieurs composantes dans la question du prix. Il y a d'abord le fait, alors ça il faut le reconnaître, ce ne sont pas aujourd'hui des produits bon marché à fabriquer. Ce sont des produits, je vous ai montré tout à l'heure l'image d'un vecteur de thérapie génique, et vous imaginez bien que produire un médicament de ce type-là, par rapport à une molécule d'aspirine, c'est particulièrement complexe. Les processus sont aujourd'hui encore peu robustes, peu industrialisables, et ce qui fait le coût de la production. La production est chère, donc voilà, les matières premières coûtent très cher, la production est très chère, ça c'est un fait, il faut le reconnaître. Et donc il faut travailler sur l'amélioration des conditions de production pour avoir des produits qui soient des modes de production qui soient plus efficaces, plus robustes, donc moins chers. Et ça, on a aujourd'hui une quarantaine de personnes à Généton qui travaillent spécifiquement sur cette question, augmenter d'un facteur 100 la productivité des méthodes de production pour faire diminuer le prix. Mais ça, c'est juste une partie du prix. C'est une partie significative qui fait qu'aujourd'hui, voilà, même si on vendait, même si ces produits étaient vendus à prix coûtant, ce seraient des produits assez chers. Maintenant, il y a dans le prix des produits thérapeutiques qui sont aujourd'hui sur le marché, comme le Zolgensma, il y a autre chose. Il y a aussi la politique de prix que pratiquent les industriels pharmaceutiques. Moi, il ne m'appartient pas de commenter ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Généton est à but non lucratif, donc on ne travaille pas selon la même philosophie. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Bon, en même temps, je ne vais pas critiquer l'industrie pharmaceutique parce que voilà, on
on a vu ce que l'industrie pharmaceutique a réussi à faire, par exemple avec la crise Covid et cette mise à disposition rapide de vaccins, par exemple. Mais je pourrais citer aussi les vaccins contre le paludisme. Là, on vient de voir que l'OMS a autorisé le vaccin par le paludisme. C'est aussi le fruit du travail de l'industrie pharmaceutique. Bon, donc je ne vais pas commenter, mais il y a quand même un modèle économique de l'industrie pharmaceutique appliquée aux maladies rares qui donne des prix de cette nature-là. Et il faut, nous, on en est persuadés, il faut trouver des modèles alternatifs. Et c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et donc, voilà, pour que ça fait partie de la possibilité de véritablement mettre tous ces produits à disposition de tous les malades qui en ont besoin. Merci Frédéric. On a deux C'était pas une réponse courte, c'était pas une réponse courte, mais c'est un sujet important. Voilà. Exactement. Deux dernières questions. On a quelqu'un qui est atteint de calpaïnopathie et qui voudrait savoir où est-ce que nous en sommes côté recherche et développement de traitement, évidemment. Et je suis rappelée à l'ordre pour une question sur les mitochondries. Par contre, je vais vous demander après de répondre à ces dernières questions. Et puis, malheureusement, n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous poser les différentes questions. Mais on va devoir clôturer ce superbe apéro labo passionnant. Ouais. Alors, je te laisse la parole. Sur les mitochondries, on a déjà un produit qui agit sur les mitochondries. C'est le produit pour la neuropathie optique de Leber dont je parlais tout à l'heure. Il agit, on va corriger un gène qui est un gène des mitochondries. Et basé sur cette réussite, puisque le produit est en cours d'enregistrement, on a l'AFM. Alors, pas tant Généton que l'AFM a mis en place un programme très large sur les traitements des pathologies mitochondriales. Donc ça, c'est en cours. Et c'est vraiment c'est un des focus de l'AFM, donc voilà, financé grâce au Téléthon. Et la dernière question, la calpaïnopathie, oui, nous avons un projet très actif. Calpaïnopathie, c'est une des myopathies des ceintures. Et voilà, comme la myopathie AFKRP, comme la dysphérinopathie, comme la gamma-sarcoglycanopathie, nous avons un programme très actif autour de la calpaïnopathie et qu'on espère faire avancer vite vers la clinique. Merci beaucoup. Voilà, nous allons exactement. J'ai été devancée par Laurence Lespinard qui dégaine plus vite que son ombre, qui vous dit que le replay de cet apéro au labo sera disponible ces prochains jours. N'hésitez pas à vous reconnecter. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, un grand merci à Frédéric, Anna et Fanny parce que je crois que les explications étaient très claires. Ça a été salué tout au long de la conversation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis je vous dis à l'année prochaine et certainement autour d'un vrai apéritif comme tu le suggérais Frédéric. Merci. Au revoir au revoir. Et bon Téléthon. Au revoir. À bientôt. Bon Téléthon. À bientôt, au revoir.